Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, et bienvenue aux conférences et au ciné-club. Vous avez vu qu'on avait appelé ça une ciné-conférence, parce qu'on a les deux. Pour une fois, c'est assez inhabituel. Je pensais que ça valait la peine. C'est un nouveau format d'une certaine façon, et peut-être qu'on répétera, si ça plaît à tout le monde, d'avoir une partie conférence, une partie film, lorsqu'il s'agit évidemment de films qui sont relativement courts, style documentaire ou des choses comme ça. Voilà, alors ce soir, on fait la suite de ce qu'on a fait il y a 15 jours, ou à peu près, et ça consiste en fait à voir qu'est-ce qui se passe en fait entre 1906, donc après la loi de 1905, jusqu'à aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, c'est vrai, hein. J'ai fait une slide, la dernière slide, vous allez la voir, elle est datée du 4 décembre 2024. C'était hier. Effectivement, il s'est passé quelque chose, on verra tout à l'heure, et c'est du récent, évidemment. Alors, je vous prie de réserver vos questions pour la fin, il y aura une période de questions. La question était de savoir est-ce qu'on fait ça avant le film ou après le film. Je pense qu'on va le faire après le film, parce que ça risquerait de traîner trop autrement. Lorsqu'on va, nous, on va passer à la partie film, on va changer un peu le setup, donc ça va nous prendre 2-3 minutes entre les deux. Je vous préviens d'avance. Vous en profiterez pour faire un tour où vous voudrez. Ok, alors, sans plus attendre, l'histoire de la laïcité en France, c'est la deuxième partie, et on va passer à cette période de 1906 à aujourd'hui. Je l'ai arbitrairement plus ou moins arbitrairement, divisé en 4 périodes. Bon, c'est évident que jusqu'en 40, de 1906 à 1940, c'est surtout la mise en œuvre des lois de 1904. On parle toujours des lois de 1905, mais n'oubliez pas, on avait vu il y a 15 jours, il y en avait eu aussi qui ont été votées avant, en particulier en 1904. 40-45, alors là, on a l'occupation, donc il y a une régression à ce moment-là. Après la guerre, j'ai divisé en 2 périodes. C'est la reconstruction et les débats sur l'école libre. Là, on parle en fait des catholiques, surtout. Et à partir de 84, je dirais que la question des écoles privées catholiques, je dirais qu'elle est réglée, mais elle est stable. Et ce qui va prendre le devant de la scène, ça va être les problème avec les musulmans et les musulmanes surtout, je dirais, et parce qu'on parle de la montée de la pluralité religieuse. En France, il n'y a pas énormément de sikhs ou de hindous, ils ne vont pas particulièrement en France, donc c'est surtout des musulmans, et des musulmans principalement, en fait, de 2 régions, le Maghreb et le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, parce qu'on a des racines avec les Libanais, les Syriens, qui sont, je rappelle, le Liban et la Syrie sont d'anciens protectorats français après la Première Guerre mondiale. Donc, après, en fait, l'effondrement de l'Empire ottoman. Alors ça, c'est ce qui va, on peut dire, causer des problèmes à la laïcité telle que définie originalement. Parce qu'en fait, on n'a pas tout défini. En 1905, on a défini une partie de ce que devait être la laïcité en termes d'institutions et de lois et de règlements. Mais les règlements, il n'y en avait pas tant que ça. Hein. Donc ça va prendre du temps à dire « Oh, on n'a pas pensé à ça », et bien c'est ce qu'on va voir maintenant. D'abord, en 1924, il y a un événement quand même important, c'est le gouvernement français est constitué par le cartel des gauches. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'est pas très connu, ce n'est pas aussi connu que le Front populaire qui va avoir lieu un peu plus tard, mais il s'agit quand même d'un gouvernement de gauche qui essaye d'appliquer les foutues lois de 1905. Hein, c'est pas vieux encore là. Et on est après la Première Guerre mondiale. Donc vous avez cette coupure entre 1905 et 1924 qui est évidemment la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, ça va créer des héros tels que
le général Édouard de Castelnau. Ah oui, Castelnau, c'est lui, hein, celui de la station de métro. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Alors, il est un héros de la Première Guerre mondiale. C'est un gars qui était au sommet de l'état-major français. On s'est toujours demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait pas eu un titre de maréchal de France. Et en fait, peut-être que la raison, c'est parce que c'était un catholique fervent, puis qu'à l'époque, la République n'avait pas envie de nommer des catholiques fervents maréchal. Alors, ça, c'est une hypothèse, disons. Il va gérer la Fédération nationale catholique. C'est ça son titre officiel. Et c'est une chose importante. Il est populaire. De Castelnau, c'est le héros. Et à part lui, il y a la conférence des cardinaux. Alors, on était en 1925. Les cardinaux et des archevêques de France qui condamnent l'ensemble des lois laïques. Donc on est en 1925 et ils disent 1905, on n'en veut pas. Bon, ça coince. C'est évident que c'est pas facile pour un gouvernement républicain, surtout s'il n'est pas très fort, s'il n'est pas très majoritaire, de forcer en fait sur la population des lois de laïcité qui ne sont pas forcément très populaires. Et une des conséquences de ça, c'est que vous savez qu'en 1918, l'Alsace et la Moselle reviennent à la France et elles sont, elles, sous le régime concordataire. Ce fameux régime concordataire qui a été aboli en 1905. Problème. Ce qu'on appelle les radicaux de la gauche française voudraient bien pouvoir imposer à l'Alsace et à la Moselle le même régime que le reste de la France, c'est-à-dire un régime laïque où les enseignants dans les écoles confessionnelles ne sont pas financés par l'État. Et c'est la difficulté pour faire accepter ça, et c'est risqué. C'est risqué de mettre la population d'Alsace et de Moselle qui tient encore certainement à ces écoles confessionnelles, de se les mettre à dos. Et donc, il y a besoin, vous n'oubliez pas, on fait un référendum pour demander à l'Alsace si elle veut rester, si elle choisit de rester en France. Donc, il faut absolument gagner le référendum, et vous ne faites pas ça en prenant des mesures impopulaires potentiellement. Alors, c'est abandonné, et on n'a pas cherché ensuite à imposer le régime laïque à l'Alsace et à la Moselle. Il y a quelques petits détails entre-temps, jusqu'à nos jours, qui vont être modifiés quand même, comme par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a aboli la loi sur le blasphème en Alsace-Moselle. Or, je vous signale que le blasphème le délit de blasphème a été aboli en France à la Révolution française, c'est-à-dire presque un siècle et demi avant. Alors, ces deux régimes, oui, mais je dirais, comme on dit, il est possible que ça valait la peine de laisser l'Alsace et la Moselle tranquilles, au moins, pour quelque temps, plutôt que de risquer des troubles. Parce qu'il y a toujours eu, au moment d'imposer des lois de laïcisation, il y a toujours eu des troubles en France. Ça ne s'est jamais produit sans qu'il y ait des problèmes. C'est pas un critère évidemment très démocratique, mais c'est ce qui se passe. Donc on était en 1924. Les cartels de gauche se sont fait mettre à la porte du gouvernement, donc ils ont perdu les élections. Et ça a obligé... Alors la SFIO, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la section française de l'Internationale ouvrière, c'est un parti socialiste. Et il était très important à l'époque, et il s'est interrogé sur les liens entre la laïcité et le socialisme. Ah oui, et ce n'est pas un problème qui va disparaître non plus. Cette histoire de est-ce que la laïcité est de gauche ou de droite, vous voyez, ce n'est pas d'hier. Hein. Donc on a ces questions qui disent... peut-être que la laïcité
représente un autoritarisme qui est plus du côté de la droite que de la gauche. En tout cas, c'est pas une question qui va être... Jusque-là, on pensait toujours, la laïcité, bon, c'est les partis de gauche qui l'ont implantée, hein, mais c'est pas si simple que ça. Alors, en 1936, c'est le Front populaire, Léon Blum. Non, je ne l'ai pas marqué, mais je vous signale. Ah ben si, c'est là. Léon Blum ne souhaite pas rouvrir le débat. Ben oui, hein, on a toujours des raisons pour ne pas vouloir rouvrir ce fameux débat. Et d'ailleurs, le ministre de l'Éducation choisi par Blum, il s'appelle Jean Zay. C'est un ministre qui va faire beaucoup de choses. Moi, avant de m'occuper de faire cette présentation, je ne connaissais pas particulièrement Jean Zay. Je vous signale, ces cendres ont été amenées au Panthéon en 2015, je crois. Pourquoi? On va voir pourquoi. Alors, il fait partie du Parti radical. Le Parti radical, c'est un parti de gauche, mais de centre-gauche, disons. C'est un protestant, mais il est issu d'une famille juive. Et ça va lui jouer des tours un peu plus tard, sous l'occupation. On va en parler. L'éducation progresse selon les principes chers à Condorcet. La laïcité n'est plus centrale. C'est ce qu'on voit, c'est qu'on a d'autres chats à fouetter. La laïcité, on va la laisser de côté pour l'instant. Et l'enseignement en Alsace-Moselle reste surtout confessionnel. Bon, enfin, il faut comprendre que Jean Zay a réussi à faire un certain nombre de réformes dans l'enseignement, même si elles ne sont pas toutes directement liées à la laïcité, elles sont liées à l'effort de démocratiser l'éducation, une éducation laïque. Par exemple, les 3 degrés d'enseignement qu'on connaît, primaire, secondaire et l'enseignement supérieur, étaient répartis en fait en différents systèmes d'administration et il a imposé une unification des programmes. Donc dans une académie comme l'Académie de Poitiers, eh bien toutes les écoles doivent suivre le même curriculum et elles sont à ce moment-là unifiées à ce niveau-là. Des choses qu'il a implantées qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, le sport à l'école. Ben oui, ça a commencé quand? Ben, ça a commencé à ce moment-là. Avant ça, il n'y avait pas de sport à l'école. À l'école confessionnelle au XIXe siècle, le sport, non, surtout pas. Donc, c'est une première. Non, c'est pas Condorcet. Condorcet a amené d'autres choses. Mais le sport, oui. Je ne pense pas qu'il en ait parlé particulièrement. Je peux me tromper. Mais non. Oui. Le sport populaire s'est développé à la fin du XIXe siècle. Et il est parti d'une élite et qui a permis... et en fait, il est devenu à la mode de se prétendre sportif. Donc ça a pénétré toutes les couches sociales éventuellement. Et c'est une façon, c'est la façon dont le sport est devenu prépondérant dans beaucoup d'activités sociales en France et en Europe. Alors on lui doit beaucoup de choses à ce monsieur, et j'en ai profité, disons, pour le saluer au passage. Alors je vous signale, oui, que les cendres de Jean Zay ont été transférées. Elles ont été transférées au Panthéon il n'y a pas très longtemps, 27 mai 2015. Vous voyez, alors c'est pas étonnant qu'on ne le connaît pas trop. Je vous en reparlerai dans la slide en fait suivante. On arrive donc 36-40, c'est seulement 4 ans, hein, et c'est la défaite de 1940. Qu'est-ce que j'ai marqué? 1040. Il y a une faute de frappe là. Alors c'est 1940, merci. La Troisième République se saborde et nomme le maréchal Pétain chef de l'État français. Alors on n'a plus un État indépendant, nous avons un État divisé en deux et qui nominalement obéit au régime de Vichy, où se trouve déménagée une partie de l'administration française. Alors cet État soutient l'enseignement catholique et valorise les valeurs chrétiennes dans la société. Bon, vous vous rappelez
de la devise de l'État français à ce moment-là, ce n'est plus liberté, égalité, fraternité, c'est travail, famille, patrie, qui sont des valeurs tout à fait catholiques. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, c'est une de ses citations. Hein. Convaincu que l'Église peut aider au redressement moral qu'il envisage, le chef de l'État est bien disposé à accueillir toutes les demandes qu'elle lui présentera. Et l'Église va lui présenter des demandes, bien sûr. Alors, il rétablit des subventions aux écoles catholiques et il impose l'éducation religieuse au secondaire, 1h30 par semaine. Hein? C'est important, ça, de savoir son petit catéchisme. Les milices du régime de Vichy assassinent le réformateur Jean Zay le 20 juin 1944. Alors, que ça vous donne une idée, juin 1944, c'est quoi? C'est le débarquement allié. Donc, 15 jours après le débarquement, les miliciens... Il est emprisonné pendant l'occupation. On lui reproche d'avoir voulu rejoindre De Gaulle et il s'est fait prendre en fait dans les territoires... je pense que c'était au Maroc à ce moment-là. Et donc, il a été rapatrié par Vichy, mis en prison, et à la fin alors, il était accusé de désertion. Et oui, comme De Gaulle. De Gaulle était accusé de désertion. Hein? Alors, il s'est retrouvé donc en prison et les miliciens du régime de Vichy l'ont assassiné. Alors, c'est une histoire assez triste, je trouve. Il n'a pas été tué par les Allemands, il a été tué par des Français collaborateurs. En 1946, la 4e République, qui va naître en fait des cendres de la 3e, réaffirme la séparation des églises et de l'État, mollement. Parce qu'on a quand même toujours des... je vous en ai pas parlé dans les slides, mais il faut comprendre que pendant l'occupation, vous avez évidemment des mouvements de résistance en France, mais ils sont divisés en deux. Le mouvement qui sont dominés par les communistes et le mouvement qui sont dominés par les gaullistes. Gaulliste égale aussi catholique. Il ne faut pas l'oublier non plus. De Gaulle, c'est un catholique. Il va à la messe tous les dimanches. Alors, cette division, elle va avoir des effets sur la suite des choses. Les partis gaullistes ne peuvent pas décemment être un parti laïciste comme le peut l'être la gauche communiste ou socialiste de l'époque. Donc, il va y avoir la loi Debré. Alors, Debré est un des premiers ministres sous le président de Gaulle. Et en 59, donc on est un an après la déclaration de la 5e République. Nouvelle constitution. Et nous avons un Premier ministre, Debré, qui reconnaît un financement public pour l'enseignement privé sous contrat. Il y a quand même des ficelles qui sont attachées. C'est-à-dire que l'enseignement privé, s'il est subventionné, il va devoir se conformer au curriculum. Donc vous allez avoir... c'est toujours le gallicanisme. C'est-à-dire que même du côté de la droite française, on veut bien être à droite, mais on veut pas avoir le Vatican dans les pattes. Il y a une espèce on veut pas une puissance étrangère qui va dicter ce qui s'enseigne en France. On va voir la même chose en 2024, en 2023, mais ça ne sera pas la même condition. Alors, l'affrontement qui était de école laïque contre école catholique, mais ça va changer. Alors ça, c'est mon analyse. Le conflit glisse insensiblement vers un conflit différent. C'est la méfiance vis-à-vis d'un enseignement qui serait un monopole d'État. Donc vous avez, c'est peut-être une tendance libertarienne, peut-être, libertaire, mais elle est très réelle.
Et on va voir que ça a des conséquences au niveau des manifestations. Donc dans les manifestations dites pour l'école privée, vous allez trouver des gens qui ne sont pas forcément des catholiques. Le projet éducatif de la gauche, il paraît autoritaire. Donc ça, c'est pas tellement une bonne idée en politique, en France. Et la droite, qui est à la fois la droite religieuse et la droite économique, elle se refait une vertu avec la défense des écoles libres. Vous avez remarqué le vocabulaire, hein, on ne parle pas d'école catholique, on parle d'école libre. C'est pas pareil. Donc on va se draper dans le manteau de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression, de la liberté de conscience, pour justifier de se faire subventionner par le gouvernement comme les écoles publiques laïques. Et ça marche. Ça fonctionne. Et ça va fonctionner. Et là, on va... bon, vous avez une série de gouvernements de droite, qui sont les gouvernements gaullistes, qui vont se succéder, jusqu'à ce que Mitterrand déloge les gaullistes. Et là, on va se retrouver avec un gouvernement de gauche qui va vouloir, par la loi Savary, Alain Savary, qui est le ministre de l'Éducation, veut unifier l'enseignement supérieur, ce qui va plus ou moins réussir, mais l'unification public-privé de l'enseignement secondaire. Alors là, on est en 84. Au début de 84, il a réussi avec les universités à les unifier plus ou moins, mais avec l'enseignement secondaire, ça se gâte. Ça se gâte parce que une grande partie de la population va dire non, non, on ne veut pas de monopole de l'éducation au niveau secondaire. Ça, c'est important. Et on va dire, on va avoir, ici, vous avez Chirac, ici, qui est dans une manif contre la loi Savary, parce que, en fait, tous les gaullistes, essentiellement, y compris Simone Veil, vont se trouver à opposer cette tentative d'enlever les subventions à l'enseignement confessionnel privé, toujours pareil, enseignement libre. Là, toujours, on n'utilise jamais le terme enseignement confessionnel en France, on dit toujours les écoles libres, les écoles laïques, les écoles libres. Comme si les écoles laïques n'étaient pas libres. Mais bon, c'est un abus de langage, mais qui est passé dans le langage commun en France. Et on va peut-être pas revenir là-dessus. Alors, on utilise quand même des fois école privée, mais ce que voulait Savary, c'était un grand système qui incluait les écoles publiques, les écoles privées. N'oubliez pas qu'à cette époque, les écoles privées sont quand même subventionnées par le gouvernement, mais elles restent autonomes en grande partie. Et c'est peut-être ça ce qu'il ne voulait pas. L'opposition est soutenue par des personnalités gaullistes. J'étais étonné de voir Simone Veil qui s'oppose au gouvernement Mitterrand, dans ce cas-là, sur ce sujet. Finalement, le gouvernement de Mitterrand, c'est-à-dire en fait le Premier ministre, c'est Pierre Mauroy. Pierre Mauroy va revenir en arrière et ils ne vont pas aller de l'avant avec cette unification promise dans le programme électoral de la gauche. Donc les deux systèmes vont rester en parallèle et les deux systèmes sont financés par les taxes des Français, mais pas au même degré. Ça causait aussi la chute du gouvernement de Pierre Mauroy. Donc c'est des questions importantes en politique intérieure. L'éducation, vous touchez toujours des cordes sensibles. Alors, je reviens en arrière. Le défilé du 24 juin 84, on prétend qu'il y a eu 2 millions de manifestants. Au minimum, il y en a eu 500 000, et pas seulement à Paris, il y en a eu dans d'autres villes.
Donc c'était un désaveu du gouvernement très fort. Et puis, après 84, on ne parle plus tellement des catholiques, hein. On ne parle plus de cette opposition catholique laïque. On parle maintenant d'autre chose, et qui commence avec les signes religieux. Premier débat sur les signes religieux, c'est en 89, une affaire de voile, un hijab, qui va causer beaucoup de soucis, parce que vous avez 2 élèves qui refusent d'enlever leur voile en classe. En fait, la loi n'était pas très très claire auparavant, mais elle va le devenir. Plus tard, pas tout de suite. D'abord, c'est le Conseil d'État, c'est la Cour suprême de France, hein, le Conseil d'État. Il n'y a pas de Cour suprême comme telle, il y a un Conseil d'État. Et qui tranche en faveur d'une tolérance encadrée, autrement dit, qui loge du lest. C'est-à-dire que oui, on peut, mais un peu, mais pas trop. C'est ça l'idée. Le port par des élèves d'un signe manifestant une appartenance religieuse n'est pas par lui-même incompatible avec la laïcité. Ça s'appelle patiner en bon québécois. Mais il faut poser certaines réserves. Et là, il passe la patate chaude aux établissements scolaires. Et ça, c'est la gaffe à ne pas faire. La mise en œuvre de ce principe relève des règlements intérieurs des établissements scolaires. Alors vous imaginez les pauvres directeurs d'école qui sont pognés avec ce genre de choses, qui doivent décider si ça c'est quelque chose qui passe la ligne ou pas, en matière de signes religieux, en matière de hijab, de voile islamique, de ce que vous voudrez, en mettant ça dans les mains de directeurs qui, en fait, en face d'eux, des parents d'élèves, ils sont foutus. Il n'y en a pas beaucoup qui vont dire je vais imposer une version stricte de l'interdiction des signes religieux. Non, ils vont laisser faire parce que c'est plus facile. Donc ça va continuer à mijoter pendant les 30 prochaines années. C'est pas compliqué parce que c'est pas si facile. Déjà, en 2003, on s'aperçoit évidemment que le gouvernement s'aperçoit qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes à faire appliquer ça par des directeurs d'école. Et là, il va à la commission Stasi. Alors la commission Stasi, c'est le gouvernement qui dit « Ah, je fais un conseil des sages, je prends 20 personnes qui connaissent bien ces genres de questions du monde de l'éducation et je veux leur demander qu'est-ce qu'on doit faire ?» Je vous signale que nous avons eu ici même un des membres de la commission Stasi. Il s'agit de Henri Peña Ruiz, qui est venu faire une conférence ici, il y a déjà quelques années. Le résultat de ça, c'est quoi? Le rapport Stasi. En fait, il faut comprendre que la commission Stasi a été beaucoup plus loin que tous les autres rapports qui ont pu être créé au cours des ans. C'est pas le premier. Vous vous doutez bien que chaque gouvernement se demande mais qu'est-ce que je vais faire avec la laïcité, qu'est-ce que je vais faire avec ce genre de problème. Donc ils font des commissions et ils obtiennent des rapports. Et ils lisent le rapport et puis ils disent on va le mettre sur la tablette pour l'instant. Parce que des fois ça demande du courage et le courage politique c'est la chose la plus rare au monde. Alors la laïcité française implique aujourd'hui de donner force aux principes qui la fondent, de conforter les services publics et d'assurer le respect de la diversité spirituelle. Ça, c'est nouveau. Je ne connaissais pas ça, la diversité spirituelle. C'est intéressant. Mais, bon, ça c'est une belle phrase, mais en pratique. D'abord, les principes. C'est toujours la neutralité de l'État, la liberté de conscience. Mais dans le fond, ça n'a pas changé depuis 1905. Hein. Ça touche, par contre, l'armée, la prison, l'hôpital et l'école. Ah, y a-t-il des choses qui manquent là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il joue sur la Bible encore? La justice, oui. En fait, il y a tout ce qu'on pourrait dire, il manque ici la justice. Mais en fait, la justice est relativement laïque déjà depuis un bout de temps en France. Donc c'est pas si le problème. Alors, il propose des accommodements raisonnables. Et je te signale que ça vient du Québec, ça.
c'est le Québec. Ils le disent, si vous lisez dans Wikipédia, ils vont vous dire, ouais, ça d'abord, ça a été emprunté au Québec, et parce qu'on se trouve maintenant en 2003. Et on a déjà parlé d'un commandement raisonnable au Québec avant 2003, même si on n'a pas fait grand-chose avec. Alors, qu'est-ce que c'est un accommodement raisonnable? Ben, c'est quelque chose qui est en dehors de la loi de 1905, évidemment, puisque sinon ça ne serait pas un accommodement. Et ça touche quoi? Les nouveaux lieux de culte. Ah oui, les anciens lieux de culte, ils ont été nationalisés en 1905. Alors, est-ce qu'on paye pour des nouveaux lieux de culte? Si on ne paye pas pour des nouveaux lieux de culte, alors qu'on paye pour les anciens, il y a une injustice à ce moment-là. Tout nouveau village qui se veut avec une nouvelle église, eh bien, c'est à son détriment. Parce que les anciens villages, eux, ils ont leur église entretenue par le gouvernement. Donc, vous voyez, problème qui ne va pas être résolu à ce moment-là. Les menus dans les cafétérias. Ok. Halal, haram, kasher, au choix. Les fêtes religieuses, ça c'est un problème qui touche les industries, parce que en fait ce qui se trouve, c'est qu'au moment des fêtes religieuses de leur personnel maghrébin, eh ben, ils perdent 10 ou 20% de leurs effectifs, et donc ils sont coincés. Les rites mortuaires, ça touche aussi ce qui se passe dans les cimetières. Donc il faut pouvoir arranger les rites mortuaires pour que ça plaise à tout le monde. L'enseignement du fait religieux, j'ai pas vu de trace de ça ailleurs. Je ne sais pas ce que ça vaut. Alors, on constate la mise en œuvre du principe de laïcité n'a pas encore permis de combler des déficits d'égalité entre les croyants et entre ceux-ci et les athées, les rationalistes et les libres penseurs. Ça vous étonne? On est toujours les derniers dans la liste. De toute façon, on va s'occuper de toutes les dénominations religieuses avant de s'occuper des athées, ça c'est sûr. Oui, alors, il y a des sans religion et il y a les athées. Les athées, c'est ceux qui se déclarent athées. Les sans religion sont ceux qui se déclarent, ils répondent au recensement, ils répondent non, pas de religion. Je ne sais plus, là. Comment ça a été élevé maintenant, là? On n'est pas dans les très grands chiffres, parce que ceux qui se déclarent athées, c'est jamais un très grand chiffre. Mais dans les non, dans ceux qui ne se disent sans religion, oui, il y en a pas mal, probablement 20 ou 30% déjà. Bah, peut-être plus que ça. Mais faut ajouter les athées. Mais les athées, c'est peut-être 10%. Il n'y a pas beaucoup. Mais aux dernières nouvelles, d'après il y avait la Colombie-Britannique et nous qui avions un pourcentage de non-religieux proche de 50%. Alors, je ne sais plus exactement. Ça varie d'une année à l'autre de la façon de poser la question aussi. Mais oui, en termes de dénomination religieuse, entre guillemets, les nonnes, c'est-à-dire aucune religion, sont désormais le plus gros contingent, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada. Parce que les églises sont distribuées sur différentes versions du christianisme, très souvent. Alors, bon, mais le rapport Stasi aura quand même des effets sur les lois et règlements, parce qu'on va obtenir la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques françaises. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et c'est de celle-là qu'on parle partout, au Québec, en Europe, ailleurs. C'est la loi qui dit que vous ne pouvez pas aller à l'école dans la classe avec des signes religieux ostentatoires. Attention. Ce qui est important, c'est que les fêtes religieuses non chrétiennes sont ajoutées. Il y a deux journées congés nationales qui sont ajoutées au calendrier des fêtes en France. On n'a pas ça encore ici, mais peut-être que ça, c'est une chose qu'on peut faire, qui est un accommodement, en fait, qui plaira à beaucoup de monde. Une journée de vacances, c'est toujours bon à prendre.
Alors c'était il y a 20 ans. 2004, regardez. Elle a 20 ans, cette loi sur les signes religieux ostentatoires. Et la République ne s'est pas écroulée. C'est déjà ça. Parce qu'on prédisait un bain de sang pratiquement. Hein. Dire oh non, là, là, faut pas faire ça. Bah, la plupart des filles qui portaient le voile, elles ont dit ouf. Ben, évidemment, parce que c'est ce qu'elles avaient dit à la commission Stasi en secret, lorsque la commission Stasi a interrogé des collégiennes. Elle leur a posé la question. Est-ce que si on vous impose de ne pas avoir de signes religieux, ils ont répondu à 99,9%, ouf. Bon, alors c'était pas un si gros problème que ce que prétendaient les islamistes en particulier. L'autre chose, alors il y a une charte de la laïcité, je ne sais pas si vous l'avez vue, je l'ai vue dans les écoles françaises, charte de la laïcité sur le mur, qui indique en fait que oui, l'enseignement est laïque, blablabla. Alors, c'est une... Alors, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire ici dans l'enseignement accru de la laïcité et de la religion à l'école. Parce que la religion, on la voit au travers des cours d'histoire. Maintenant, est-ce qu'on va en parler spécifiquement dans l'enseignement? J'ai pas vu de cours, entre guillemets, de religion. Moi, j'ai un petit-fils qui est au secondaire maintenant, donc je l'ai suivi donc ces 17 dernières années, donc dans cette période, et non, j'ai pas entendu d'écho là-dessus. Je pense pas que ça a été... Les cours de religion, en fait, sont optionnels, y compris dans les écoles privées subventionnées. Donc, vous envoyez votre fils ou votre fille à une école catholique, subventionnée par l'État, qui suit le curriculum, vous dites, oui, mais elle est dispensée de cours de religion. Oui, monsieur, oui, madame. Donc là, on rejoint le souci d'avoir une alternative à l'école publique, mais qui ne soit pas forcément confessionnelle comme telle. Elle est avant tout alternative. Un petit détour sur la question des sectes. Je sais pas, c'est pas effectivement la laïcité, mais enfin, j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser. C'est qu'il y a quand même eu en France un mouvement très anti-secte et qui a fait sourciller le Conseil de l'Europe parce que en fait ils disent alors la liberté de conscience n'est pas respectée puisque vous pointez du doigt des sectes. Ah, alors c'est une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Alors si on définit des dérives sectaires, oh là là, par exemple. Des dérives spirituelles et religieuses, la scientologie, les témoins de Jéhovah, la famille, qui sont des groupes de religieux. Et c'est une dérive en lien avec les modes de vie alternatifs. Vous avez aussi éco-village, des dérives pseudo-scientifiques et pseudo-thérapiques, pseudo-guérisseurs, le crudivorisme, la naturopathie, oh là là. Alors la naturopathie serait peut-être considérée comme sectaire. On n'ira peut-être pas jusque-là. Les dérives idéologiques et politiques, le masculinisme, entre parenthèses, Mankind Project. Ça vous dit quelque chose? Personne? Non. Le féminin sacré 41. Aucune idée de ce que c'est, mais apparemment ça existe. Alors, eh bien, cela, évidemment, l'Église de Scientologie a été visée par ces enquêtes et elle n'a pas aimé du tout. Elle s'est rebiffée, elle a poursuivi le gouvernement. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais bon. Il y a aussi certains influenceurs TikTok qui ont perdu leur position sur TikTok à cause de ça. Alors. Eh bien, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
Ça existe toujours, c'est plus ancien, ça a commencé en 97-98 à peu près. Et donc, mais c'est en parallèle. Alors évidemment, ici, c'est peut-être ça me surprendrait pas que ce soit l'église de Scientologie qui fait une manif, police de la pensée. Voilà. Comme je dis, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ah, le rapport Aubin sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Alors ça, c'est un rapport qui n'a pas donné de suite légale, mais qui a été fuité dans la presse et qui a fait un tollé. Alors, parce que, en fait, lisez le rapport Aubin sur, c'est des journaux satiriques qui ont ramassé ça et qui en ont fait leur chou gras, parce que le rapport Aubin liste un paquet d'actions qui sont contraires aux valeurs de la République, essentiellement. Et il n'y a pas eu de suivi de ça, probablement parce que le rapport lui-même n'était pas bétonné. C'est-à-dire qu'il n'avait pas des échantillonnages suffisamment importants pour dire ça représente une majorité des problèmes. Et donc, mais cependant, le rapport Aubin a révélé un certain nombre de choses. Par exemple, et de façon semi-officielle, les étudiants, des élèves musulmans refusent d'étudier l'édification des cathédrales. Ou ils ne veulent pas ouvrir le livre sur un plan d'église byzantine. Je ne sais pas, Sainte-Sophie est devenue une mosquée, alors maintenant, ça devrait leur plaire. Ils devraient pouvoir ouvrir le plan, regarder le plan de l'église. Ils veulent pas admettre l'existence de religions pré-islamiques, en Égypte, je précise, ou l'origine sumérienne de l'écriture. Alors c'est du négationnisme, en fait. Le cas les plus nombreux concerne des élèves qui souhaitent affirmer leur appartenance à la religion musulmane. Donc c'est toujours, on a beau dire, c'est avant tout les musulmans qui causent ce genre de problème. Et pas tous les musulmans, mais certains musulmans. Alors, certains quartiers français sont tombés aux mains des religieux et des associations qui les contrôlent. Aïe, aïe. L'autre point, c'est qu'il y a un niveau d'autocensure et de connivence du corps enseignant. Je prends l'exemple des cours de reproduction en biologie qui sont parfois plus du tout enseignés, parce que ça causait trop de problèmes. Pas car jugé trop impudique par les élèves. Voyez-vous ça. Et d'après le journal Le Monde, ce rapport a été discrètement enterré, mais il est ressorti grâce à une fuite, ce qui a causé beaucoup de vagues à cette époque, qui est en 2004-2005. Donc on est après la commission Stasi. Je fais un peu plus rapidement, là, parce que on ne peut pas aller toutes les années, il se passe des choses pratiquement tous les ans. Qui paye les imams en France ? Alors, le gouvernement ne veut plus d'imams dits détachés en France, c'est-à-dire payés par l'étranger. À partir du 1er avril, on est en 2024, c'est maintenant. Les quelques 300 prédicateurs venus d'Algérie, du Maroc et de Turquie, payés par leur pays d'origine, dans lesquels ces pays, si tu veux, payent évidemment ce genre de personnes. Ils sont des fonctionnaires. Ils sont des fonctionnaires de pays étrangers qui enseignent en France dans des mosquées. Ça ne marche plus. Ils devront être rémunérés par la mosquée où ils exercent. Donc, il va falloir payer les gens qui viennent à cette mosquée. S'ils veulent un imam, ils vont le payer eux-mêmes. On verra s'ils sont toujours là. Mon opinion, c'est que ce règlement, en fait, est conforme à une vieille tradition française qui est le gallicanisme. Vous avez reconnu ce penchant pour ma mère patrie de ne pas vouloir d'influence externe
dans ces établissements d'éducation. Les Français ont foutu les jésuites dehors, quand même, hein, faut le faire. Bon, ben ils vont pas laisser les imams s'amuser comme ils veulent tout le temps. Alors ça, c'est une photo qui a été prise en Israël au moment où cette information est parue. Et c'est paru dans The Times d'Israël. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de rabbins qui soient payés par Israël directement. Ça se pourrait, remarque. Mais en général, ils peuvent localement financer leurs rabbins. 4 décembre 2024, c'était hier. Hier, qu'est-ce qu'on voit? L'Institut européen des sciences humaines de Saint-Léger de Fougeray. En fait, c'est une cabane d'islamistes qui a ce nom-là. Fait l'objet d'investigations car il est soupçonné de ne pas avoir respecté l'obligation de déclarer des financements étrangers. Alors ils ont eu droit à une perquisition des centres de police sur fond de soupçons de non-déclaration de financement en provenance du Qatar. Qatar, qui dit Qatar, frères musulmans. Voilà. Alors c'est là où on est rendu, et c'est là où je vais passer la main à l'Assemblée nationale de France. Voilà. Attendez. Merci. Bon.